Je ne sais pas si tu connais le principe de surcompensation, mais si tu veux progresser en course à pied, eh bien sache que c'est grâce à ça que ça va se faire. Aujourd'hui, je vais donc t'expliquer en détail comment fonctionne cette surcompensation et comment elle peut nous faire passer d'une belle progression à la blessure ou au surentraînement si on l'utilise mal. Et comme souvent, c'est en comprenant ce qui se cache derrière qu'on peut plus facilement éviter les pièges, et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, eh bien tu auras tout pour éviter les erreurs classiques. Pour commencer, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour t'expliquer ça en détail. Donc si tu veux aller directement à la partie entraînement course à pied, eh bien utilise le chapitrage de la vidéo, je t'en voudrais pas. Mais tu vas quand même manquer des choses intéressantes. Au final, il faut voir le corps comme une fantastique machine qui passe son temps à s'adapter à ce qu'on lui fait faire. Et plus on va faire une chose, plus le corps va devenir bon et s'améliorer au fur et à mesure dans cette activité. Donc si vous voulez retenir une première chose de cette vidéo, c'est que plus on pratique une activité, plus on va devenir bon dans cette activité. C'est pour ça que je vous dis souvent que faire du vélo, ça ne fait pas progresser en course à pied. Pas directement en tout cas. Car le but du corps humain, c'est d'être toujours en contrôle, en gestion de la situation. Il ne cherche pas à s'améliorer pour flatter notre ego. Lui, il cherche à s'améliorer pour être plus à l'aise dans l'activité qu'on lui fait faire. Son but profond, c'est que nos constantes vitales soient le plus stables possible pour économiser notre énergie. Dans notre monde moderne où on pratique la course à pied comme un loisir, ça peut faire sourire, mais les mécanismes d'adaptation du corps humain sont les mêmes et ont les mêmes buts depuis toujours. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quel que soit ton niveau de base aujourd'hui, eh bien, si tu cours régulièrement, tu vas forcément t'améliorer. C'est pour ça que le conseil numéro 1 qui passe largement avant tous les autres restera toujours de courir régulièrement parce que c'est la seule méthode qui va stimuler ton corps à s'améliorer petit à petit au fur et à mesure. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais te partager quelque chose. J'ai vu les stats de ma chaîne et je vois que 56% d'entre vous qui regardez mes vidéos n'y êtes pas abonnés. Et si tu en fais partie, eh bien je vais te demander une petite chose aujourd'hui, d'aller cliquer sur le bouton abonnement. Ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et toi, ça te permettra d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Ensuite, si on parle de progression, eh bien, elle dépend uniquement du niveau de stress que l'on va mettre à notre corps. Par exemple, si on fait toujours la même chose, toujours à la même intensité, avec la même durée, eh bien, au bout d'un moment, ça deviendra une routine pour le corps, il n'aura plus aucune raison de chercher à s'améliorer. Et donc on va stagner. C'est pour ça qu'un des principes fondateurs de l'entraînement, eh bien, c'est d'augmenter petit à petit le volume ou l'intensité pour continuer de stresser l'organisme et l'obliger à progresser. Et oui, c'est ça la beauté de l'entraînement, c'est que c'est une boucle infinie, on peut toujours trouver un détail à améliorer. Parce qu'en jouant avec le volume et l'intensité de l'entraînement, on va pouvoir générer un stress plus ou moins important et ainsi générer de la progression. Ce stress va pouvoir être représenté par des fibres musculaires rompues, une dette d'oxygène, un équilibre acido-basique perturbé, une forte diminution des stocks d'énergie intramusculaire, une fatigue nerveuse, etc., etc. Dans tous les cas, plus l'entraînement sera long ou intense, ou les deux, et plus le corps sera fatigué en fin d'entraînement. À ce moment précis, notre niveau est alors largement inférieur à celui qu'on avait en début d'entraînement et on serait au final incapable de recourir la même séance. C'est pour ça que je répète souvent que l'entraînement fait régresser, c'est la récupération qui au final fait progresser. Et c'est donc uniquement en combinant entraînement et récupération qu'on va pouvoir progresser. Et même pire, dans la première phase de récupération, là, on ne progresse pas. On va juste revenir à son état normal. C'est la phase d'après, la surcompensation qui va être intéressante puisque on va aller au-delà du niveau qu'on avait au départ. On va continuer de récupérer et de s'améliorer. En gros, les fibres musculaires vont être réparées encore plus fortes qu'avant. Les réactions chimiques qui créent de l'énergie dans le muscle vont être plus efficaces. Le réseau de distribution d'oxygène va lui aussi être amélioré, accéléré. Bref, la surcompensation, c'est tout bénef, à condition de bien la comprendre et de bien l'utiliser dans son entraînement. Maintenant que tu as compris le principe, je peux te parler des éléments qui peuvent faire capoter la surcompensation et transformer tout ça en blessure ou en surentraînement et donc en régression. D'abord, le manque de régularité, car la surcompensation a des effets très positifs, mais ils sont aussi temporaires. Donc, si on arrête de s'entraîner ou qu'on s'entraîne moins fort dans le futur, eh bien tout ça va se reperdre. Et même si on continue de s'entraîner, eh bien si on ne travaille plus une certaine qualité, le corps va se dire qu'elle n'est plus nécessaire et petit à petit, elle va régresser. Je prends l'exemple de la vitesse. Si on travaille son sprint, son endurance de force, sa VMA, mais que 3 à 6 mois plus tard, on n'en fait plus,
eh bien ça va redescendre progressivement. C'est pour ça que dans un bon plan d'entraînement, on veut de la variété, on veut travailler toutes les qualités sur l'année et alterner un petit peu mois après mois et cycle après cycle. Le physique fonctionne comme la mémoire, il va effacer au fur et à mesure ce qu'il n'a plus besoin. Deuxième erreur, solliciter inadéquatement le corps pendant la phase de récupération. C'est là qu'est toute la difficulté dans la construction d'un plan d'entraînement. On veut solliciter le corps suffisamment fort pour progresser, mais ensuite il faut lui laisser le temps dont il a besoin pour récupérer et donc surcompenser. Et ça, eh bien, ça dépend 100% de vous, de vos facultés de récupération et du volume d'entraînement que vous avez. Par exemple, pour moi, je suis capable de faire un footing dans ma période de récupération parce que j'ai l'habitude de m'entraîner 6 à 7 fois par semaine. Mais quelqu'un qui va débuter, eh bien, il vaut mieux laisser 1 à 2 jours sans entraînement pour être sûr de bien surcompenser. Sinon, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez vous entraîner en récupération incomplète et vous allez petit à petit creuser votre trou jusqu'au surentraînement ou jusqu'à la blessure dans la majorité des cas. Votre corps n'est pas prêt à faire ce que vous lui demandez et donc vous allez le fatiguer au-delà de sa limite et c'est la blessure. Et la blessure, eh bien, ça oblige à arrêter de s'entraîner et donc à reperdre tout ce qu'on avait gagné. Et parfois, certains veulent s'entraîner vraiment fort et se blessent régulièrement. Du coup, ils vont beaucoup progresser pendant une période, tout reperdre avec la blessure, reprogresser beaucoup à une autre période, tout reperdre et en bout de ligne, on y perd beaucoup plus qu'on y gagne. Mieux vaut un entraînement qui va être un cran en dessous en termes d'intensité et une progression qui va être régulière et sans discontinuer. Et la dernière erreur, eh bien, c'est de négliger l'impact que l'on peut avoir sur notre surcompensation. Car oui, c'est un processus qui est automatique pour le corps, mais on peut lui fournir les outils qu'il a besoin pour bien la faire. Grosso modo, j'aime bien imager le fait que notre progression, eh bien, c'est comme un curseur. Et si on récupère bien, on va avoir 100% des progrès qu'on génère avec la séance. Et moins bien on va récupérer, plus on va faire descendre ce curseur et plus on va s'entraîner dans le vent. Exemple, vous faites une grosse séance d'entraînement, elle a été super efficace. Mais qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien, vous allez mal manger, vous allez sortir, vous allez vous coucher tard et mal dormir. Et du coup, eh bien, tous les efforts que vous aurez faits, ils auront servi à rien. Maintenant, la grande question que tu dois te poser, c'est comment je peux optimiser cette surcompensation pour en tirer tous les bénéfices? Eh bien, la réponse, elle n'est pas si simple comme d'habitude puisque c'est le corps humain et chaque individu fonctionne un peu différemment. Mais il y a quand même des grands principes qu'on peut utiliser. Le premier, eh bien, c'est de faire des séances suffisamment intenses pour vraiment stresser ton organisme et l'obliger à progresser. Ensuite, eh bien, tu dois aider ton corps à bien récupérer. Ça passe par un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation, des massages, un peu de mobilité. Le troisième élément, eh bien, c'est de laisser à minima 48 heures de récup entre 2 séances de fractionné. Si tu veux en savoir un peu plus sur les temps de récup, je te remets la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Ensuite, eh bien, idéalement, entre 2 séances de fractionné, tu vas faire un footing à allure très lente qui va augmenter ton volume d'entraînement, mettre un tout petit peu plus de stress, mais sans prendre de risque de blessure. Et bien sûr, je vais le rappeler une dernière fois, mais le plus important, c'est d'être régulier, semaine après semaine. Et si tu veux éviter de te poser toutes ces questions, eh bien, j'ai une solution pour toi. Le campus a été créé pour ça. Tous ces conseils sont intégrés dedans. Toi, tu as juste à courir et te faire plaisir.